Théo Dubois était déjà en retard de 20 minutes pour récupérer sa fille à la garderie quand il vit la berline en panne sur l'accotement de la 6. Feu de détresse, clignotant faiblement contre le ciel gris de décembre. Les nuages de neige pendaient bas sur les collines lyonnaises, menaçant la première vraie tempête de l'hiver. La femme debout près du capot ouvert avait l'air complètement perdue, comme quelqu'un qui n'avait jamais été perdu auparavant et ne savait pas quoi faire de cette expérience. Son téléphone était mort dans sa main, son manteau trop fin pour la température qui chutait, ses talons totalement inappropriés pour l'accotement de gravier. Théo s'arrêta sans réfléchir, comme il le faisait toujours quand il voyait quelqu'un en détresse. 10 minutes plus tard, le moteur se remettait en marche. Elle tendit la main vers son portefeuille, mais Théo retournait déjà à sa camionnette, ignorant tout ce qu'elle essayait de dire. Il partit avant qu'elle puisse demander son nom. Cette nuit-là, à 23h47, une voiture noire s'arrêta devant leur maison. Quelqu'un frappa. Ce que Théo ne savait pas, c'est que cette femme était Camille Moreau, PDG milliardaire de Moreau Logistique, et que son simple geste de gentillesse allait transformer une entreprise de 5 milliards d'euros et 2 vies à jamais. Si vous êtes prêts pour cette histoire de compassion qui change tout, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. La maison de la rue des Tilleuls avait appartenu aux parents de Théo avant que la banque ne prenne la plupart de ce qu'ils avaient laissé derrière. Son père avait construit la véranda arrière de ses propres mains l'été où Théo avait eu 12 ans, lui enseignant comment mesurer 2 fois et couper une fois, comment niveler une fondation, comment enfoncer un clou droit sans le tordre. Ces leçons étaient devenues la base de tout ce que Théo savait sur le travail, sur la patience, sur bien faire les choses, même quand personne ne regardait. Sa mère avait planté les rosiers qui fleurissaient encore chaque juin malgré des années de négligence, et le potager que Théo entretenait encore chaque printemps parce qu'il ne pouvait pas supporter de le laisser retourner à l'état sauvage. Les tomates ne poussaient jamais aussi bien que sous ses soins, mais elles poussaient, et cela ressemblait à quelque chose. Quand la vie de Cézie était arrivée, 3 mois après qu'elle soit décédée du cancer qui avait d'abord pris sa force puis sa voix, et finalement tout le reste, Théo vivait dans un appartement d'une chambre de l'autre côté de la ville, essayant de se convaincre que la maison n'était qu'un bâtiment, et que les bâtiments n'avaient pas d'importance. Il avait échoué dans cette conviction. Il l'avait racheté il y a 6 ans lors d'une vente aux enchères du comté, le même mois où Émilie était partie et n'était jamais revenue. Il avait payé 15 000 € de plus que l'enchère minimum parce que 2 autres personnes la voulaient. Et il ne pouvait pas supporter l'idée d'étrangers dormant dans sa chambre d'enfant, marchant sur des planchers que son père avait poncés à la main. La véranda s'affaissait encore côté est, là où son père avait mal calculé les poutres de support. La chaudière gémissait chaque hiver comme un vieil homme montant les escaliers. Mais l'hypothèque était à lui. Et cela signifiait quelque chose dans une ville où la plupart des gens louaient à des propriétaires qui vivaient à 3 régions de là et ne réparaient jamais rien qui pouvait être ignoré. Théo dirigeait un service de réparation mobile depuis sa camionnette, une Peugeot blanche avec 300 000 km au compteur et une boîte à outils boulonnée au plateau qui contenait plus de valeur que la camionnette elle-même. Il avait acheté les outils un par un sur 15 ans. Chaque clé et douille et scanner de diagnostic représentait un travail bien fait, un problème résolu. Il réparait ce que les gens ne pouvaient pas se permettre d'amener chez les concessionnaires, ce qui dans cette partie de la France signifiait qu'il réparait presque tout. Alternateur dans les parkings d'église le dimanche matin, tandis que les familles défilaient dans leurs plus beaux habits. Durite de radiateur dans les parkings de supermarchés le mardi après-midi, tandis que des mères célibataires jonglaient avec les sacs de courses et les tout-petits, reconnaissantes pour quelqu'un qui viendrait à elles. Plaquettes de frein dans les allées le samedi soir, tandis que les enfants regardaient les dessins animés par les fenêtres du salon. Le travail était irrégulier. Certaines semaines, il gagnait assez pour mettre de l'argent de côté pour le fonds universitaire de Léa, un compte d'épargne qui croissait si lentement qu'il suivait à peine l'inflation, mais croissait néanmoins. D'autres semaines, le dîner venait de la Banque alimentaire de Saint-Joseph et il disait à Léa qu'ils aidaient l'Église à utiliser les dons avant qu'ils n'expirent.
Elle faisait semblant de le croire. Ils faisaient tous les deux semblant qu'elle le croyait, et il y avait une sorte d'amour dans cette prétention. Léa avait maintenant 8 ans, petite pour son âge, mais féroce de façon qui surprenait tous ceux qui la rencontraient. Des professeurs qui attendaient une obéissance silencieuse aux voisins qui supposaient qu'une fille sans mère serait fragile. Elle avait les cheveux sombres de sa mère et le silence obstiné de son père. Ce silence particulier qui venait d'observer plus que de parler. Elle avait arrêté de demander après Émilie il y a 2 ans, à peu près au même moment où elle avait commencé à préparer son propre petit déjeuner pour que Théo puisse partir tôt pour les travaux. Elle savait quelles factures s'empilaient dans le tiroir de la cuisine et lesquelles son père payait en premier. Elle savait que la camionnette avait besoin de nouveaux pneus avant l'hiver et que de nouveaux pneus coûtaient plus que Noël. Elle savait que parfois son père s'asseyait à la table de la cuisine après qu'elle soit allée au lit, fixant des colonnes de chiffres qui ne s'additionnaient jamais. Elle ne savait pas comment aider avec tout cela. Alors, elle aidait de la façon qu'elle pouvait. Elle gardait sa chambre propre. Elle faisait ses devoirs sans qu'on le lui demande. Elle ne se plaignait jamais des céréales génériques ou des vêtements de l'Emmaüs. C'était trop de compréhension pour une enfant de 8 ans, mais elle l'apportait quand même, parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. Ce matin-là, Léa avait demandé au sujet de la femme de la nuit précédente. Pas la femme à sa porte, cela était arrivé après qu'elle se soit endormie. La femme sur la route. Elle essaie probablement au chaud et en sécurité maintenant, dit Théo, versant des céréales dans un bol ébréché qui avait survécu à 3 générations de Dubois. Léa l'étudia avec des yeux trop vieux pour le CE2. « Mais tu étais en retard pour venir me chercher. » « J'avais environ 15 minutes de retard. Madame Petit est restée avec moi. Et tu t'es arrêté quand même si tu étais déjà en retard. » Théo posa la brique de lait. Parfois, aider quelqu'un ne te coûte rien d'autre que du temps. Et le temps revient, peut-être pas à toi, peut-être pas tout de suite, mais il revient. C'est comme ça que le monde est supposé fonctionner. Elle considéra ceci en mâchant, son petit visage sérieux. Et si elle était méchante? Alors j'aurais quand même fait la bonne chose. Cette partie m'appartient. Ce qu'elle fait avec appartient à elle. Léa hocha lentement la tête, classant cela dans quelques cabinets mentaux que les enfants de 8 ans gardent pour les leçons dont ils auront besoin plus tard. À 60 km de là, Camille Moreau était assise dans un penthouse qui occupait tout le dernier étage d'un bâtiment qu'elle possédait. Le skyline de Lyon s'étendait au-delà de fenêtres du sol au plafond, un témoignage scintillant de l'ambition humaine. Mais elle ne le regardait pas. Elle fixait son plafond, incapable de dormir pour la première fois depuis des années, rejouant les mêmes 10 minutes encore et encore dans son esprit. Camille avait construit Moreau Logistique à partir d'un seul camion frigorifique que son père lui avait laissé quand une crise cardiaque l'avait pris à 51 ans. Elle avait 23 ans et tout le monde lui disait de vendre le camion et de continuer sa vie. Au lieu de cela, elle avait conduit ce camion elle-même pendant 3 ans, apprenant chaque route et chaque façon dont un camion pouvait tomber en panne à 3 heures du matin. Elle avait négocié avec des routiers qui étaient dans le métier plus longtemps qu'elle n'avait été en vie. Elle avait rencontré des sénateurs et des chefs syndicaux et des investisseurs qui la regardaient comme si elle était un enfant jouant à se déguiser. Elle avait licencié des cadres qui pleuraient et embauché d'autres qui pensaient pouvoir la manœuvrer. Elle dormait 5 heures par nuit parce que dormir était inefficace. Et elle se réveillait chaque matin sachant exactement qui elle était et ce qu'elle voulait. Maintenant, elle possédait 5000 véhicules couvrant 25 régions. Elle employait 25 000 personnes. Elle valait approximativement 5,2 milliards d'euros. Elle avait tout ce que n'importe qui pouvait vouloir et rien qui comptait vraiment. Et elle ne pouvait pas arrêter de penser aux mécaniciens de la 6. Elle conduisait elle-même, une occurrence rare que son équipe de sécurité détestait et que son assistante avait appris à accepter avec une résignation fatiguée. La réunion à Saint-Étienne avait duré 3 heures de plus que prévu parce que la cible d'acquisition potentielle ne pouvait pas prendre une décision.
Et quand elle avait échappé, sa patience usée à néant, elle était trop tendue pour s'asseoir à l'arrière d'une voiture de ville en prétendant répondre aux emails. Elle voulait le silence, le genre de silence qu'on ne pouvait trouver que sur un tronçon de 2 heures d'autoroute vide au milieu de nulle part, où personne ne pouvait l'atteindre et personne n'attendait rien d'elle. Puis, la berline était morte sans avertissement, le tableau de bord s'illuminant d'erreur. Sa batterie de téléphone avait suivi secondes plus tard. Elle était restée là dans le froid, regardant les voitures passer et avait ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des décennies. L'impuissance, l'absence complète de levier. Elle ne pouvait pas acheter sa sortie de cette situation. Elle ne pouvait pas négocier avec un moteur mort. L'homme dans la camionnette blanche n'avait pas ralenti au début. Elle avait vu ses feux de freinage s'allumer, puis se relâcher. Puis, les feux s'étaient rallumés et il s'était rangé sur l'accotement. Et un moment plus tard, il marchait vers elle avec une lampe de poche dans une main et une boîte à outils dans l'autre. Il ne connaissait pas son nom, ne connaissait pas sa valeur nette. Il voyait juste quelqu'un en détresse et s'était arrêté. Elle avait essayé de le payer. Il avait refusé. Il avait simplement secoué la tête, dit quelque chose sur le fait de le transmettre et était retourné à sa camionnette. Il était parti avant qu'elle puisse demander son nom. À minuit, elle avait son nom, son adresse et un résumé de sa vie qui tenait sur une demi-page. À 1 heure du matin, elle était garée devant sa maison, essayant de comprendre pourquoi un homme avec si peu donnerait son temps à une étrangère qui avait manifestement tant. Le coup frappé arriva à 23h47. Théo lisait un manuel de réparation à la table de la cuisine, regardant à moitié une télévision en sourdine quand les phares balayèrent sa fenêtre avant. Il ne reconnut pas la voiture, une berline sombre qui coûtait probablement plus que sa maison. Il ne reconnut pas la femme qui en sortit. Puis, il la reconnut. Elle se tenait sur son perron dans des vêtements qui n'avaient rien à faire dans ce quartier. Un manteau en cachemire sur ce qui ressemblait à de la soie, des gants en cuir qui coûtaient probablement plus que sa facture d'épicerie mensuelle. Son souffle visible dans l'air froid, sa posture à la fois confiante et incertaine, comme une femme qui savait exactement qui elle était, mais n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait sur le perron d'un étranger dans une petite ville française. Il ouvrit la porte et attendit. « Je suis la femme de la route. Je voulais m'excuser. »« Pourquoi? » »« Pour ne pas avoir dit merci. Vous êtes parti avant que je puisse, et je sais que c'était votre choix. Mais ce n'est pas une excuse. J'aurais dû crier. » Théo s'appuya contre l'encadrement de la porte. « Madame, je n'ai pas pensé que vous étiez ingrate. J'ai pensé que vous aviez froid et étiez stressé et aviez probablement quelque part de plus important à être, tout comme j'avais quelque part où être. » Son expression vacilla de confusion. La plupart des gens attendent une reconnaissance quand ils aident quelqu'un. Ils attendent de la gratitude. La plupart des gens ne sont pas moi. Elle l'étudia avec intensité. Je sais. C'est pourquoi je suis ici. Avant qu'il puisse répondre, une petite voix vint de derrière lui. Papa, qui c'est? Théo se tourna. Léa se tenait dans le couloir, pyjama froissé, cheveux sombres emmêlés, yeux plissés contre la lumière du perron. Elle avait l'air impossiblement petite et impossiblement féroce. Il s'écarta et Camille la vit pour la première fois. Quelque chose changea dans le visage de Camille, un adoucissement qui ne cadrait pas avec les vêtements taillés et la posture confiante, quelque chose d'almost comme un souvenir. Elle s'accroupit légèrement, se rapprochant du niveau de Léa. « Je suis Camille. Ton papa m'a aidé aujourd'hui quand ma voiture est tombée en panne. Je suis venue dire merci. » Léa considéra ceci avec le sérieux qu'elle appliquait à tout. « Tu as dit merci avant? » La bouche de Camille trembla. « Pas tout de suite, c'est pourquoi je suis ici, pour le dire correctement. » Léa regarda son père, puis de nouveau Camille. Elle a fait tout ce chemin pour dire merci. Théo hocha la tête.
Léa regarda de nouveau Camille avec le regard direct d'un enfant qui n'a pas encore appris que fixer est impoli. C'est beaucoup de conduite pour 2 mots. Camille rit, un son qui la surprit même. Tu as absolument raison, c'est beaucoup de conduite, mais certains mots valent la peine qu'on conduise pour eux. Certaines choses valent la peine de faire un effort pour les dire. Elle se redressa et croisa les yeux de Théo. Et pendant un moment, aucun d'eux ne parla. « Je vais vous laisser tranquille maintenant. Je voulais juste que vous sachiez que ce que vous avez fait comptait. Ça comptait plus que vous ne le réalisez probablement. » Elle était à mi-chemin de sa voiture quand Théo l'appela. « Camille! » Elle se retourna. « Il fait froid ici, et ce manteau n'est pas fait pour rester dehors par ce temps de décembre. Vous voulez un café avant de repartir? Je me sentirais mal de vous renvoyer chez vous, le ventre vide, quand il y a une cuisine parfaitement correcte, juste ici. » Elle resta immobile pendant un long moment, son souffle s'embuant dans l'air. Puis, lentement, comme quelqu'un prenant une décision qu'elle ne comprenait pas entièrement, elle marcha de nouveau vers le perron. Dans la cuisine, Camille s'assit à une table qui avait vu 3 générations de Dubois partager des repas. Léa la regardait avec la curiosité s'enfailler d'un enfant de 8 ans, pendant que Théo préparait du café dans une cafetière qui avait appartenu à sa mère. « Vous avez une belle maison, » dit Camille, regardant autour d'elle. Les photos sur le réfrigérateur, les dessins de Léa scotchés au mur, l'usure confortable de meubles choisis pour le confort plutôt que pour l'impression. « Elle était à mes parents avant, » dit Théo. « Je l'ai rachetée il y a quelques années. » « Racheter? Saisie bancaire. J'ai grandi ici. Je ne pouvais pas laisser des étrangers y vivre. » Camille hocha la tête, comprenant quelque chose sur l'attachement au lieu qui tenait les souvenirs. Léa grimpa sur sa chaise et étudia Camille. « Tu travailles quoi? » « Je dirige une entreprise de transport. Nous avons des camions qui transportent des choses partout en France, comme le Père Noël. » Camille sourit. « Un peu comme le Père Noël. Mais pas de jouets, plutôt de la nourriture et des vêtements et des choses dont les gens ont besoin. » Léa hocha la tête gravement. « C'est important aussi. »« Oui, c'est important. » Ils parlèrent chante jusqu'à près de 2 heures du matin. Camille raconta comment elle avait construit son entreprise, les défis, les échecs, les victoires qui avaient eu un goût amer parce qu'il n'y avait personne avec qui les partager. Théo parla de son père lui enseignant la mécanique, de sa mère qui savait toujours quoi dire quand les choses devenaient difficiles, d'Émilie qui était partie quand elle avait réalisé que Théo ne changerait jamais assez pour elle. Et Léa s'endormit sur l'épaule de Camille, confiante de la façon dont les enfants le sont avec des adultes qui les écoutent vraiment. 2 semaines plus tard, l'assistante de Camille appela pour inviter Théo au siège de Moreau Logistics à Lyon. Le message mentionnait la gratitude, une reconnaissance formelle et la possibilité de discuter de son avenir. Théo faillit effacer le message vocal, mais Léa avait entendu le message jouer sur haut-parleur pendant qu'il préparait le dîner. « Peut-être tu devrais voir ce que la dame veut, » dit-elle de sa façon directe. Théo demanda pourquoi. « Parce que tu me dis toujours de ne pas fermer les portes avant de voir ce qu'il y a de l'autre côté. » Il conduisit à Lyon un mardi matin, partant avant l'aube. Le bâtiment était de verre et d'acier. 38 étages d'ambition corporative s'élevant du skyline du centre-ville. Des gardes de sécurité en costume plus beau que tout ce que Théo possédait vérifiaient sa carte d'identité 2 fois. Une réceptionniste lui offrit de l'eau dans un verre si fin qu'il avait peur de le tenir. Il s'assit dans une zone d'attente qui coûtait probablement plus qu'il ne gagnait en 5 ans et attendit. Quand Camille émergea d'un ascenseur, elle portait un tailleur anthracite qui coûtait probablement plus que sa camionnette. Mais son sourire semblait authentique et elle marcha vers lui sans l'entourage qui l'attendait. « Merci d'être venu. Je sais que ce n'est pas votre environnement habituel. » Rien des 2 dernières semaines n'a été habituel. Elle le mena à travers des couloirs tapissés de photographies de camions et de chauffeurs couvrant des décennies. Les gens s'écartaient quand elle passait, téléphone baissé en pleine conversation.
Théo n'avait jamais vu ce genre de déférence automatique. Ils atteignirent une salle de conférence avec une vue sur le Rhône s'étendant vers l'horizon. Un homme en costume parfaitement taillé était déjà assis à la longue table. Il ne se leva pas quand ils entrèrent. « Voici Étienne Dubois, mon directeur des opérations. Étienne, voici Théo Dubois. » La poignée de main d'Étienne fut brève et évaluatrice, le genre qui évaluait et rejetait en un seul mouvement. « Le mécanicien, dit-il, la façon dont il le dit se situant quelque part entre une question et une insulte. » Théo sentit sa mâchoire se tendre, mais ne dit rien. Il n'y avait aucun intérêt à s'engager avec quelqu'un qui avait déjà décidé ce qu'il pensait de vous. La visite fut élaborée, clairement conçue, pour impressionner les visiteurs avec l'ampleur et l'efficacité de l'opération. Théo hocha la tête aux moments appropriés et essaya d'ignorer comment Étienne le regardait. Mais il remarqua des choses qu'il préférait probablement qu'il ne remarque pas. Les chauffeurs dans la salle de repos qui ne voulaient pas croiser le regard de la direction. Les mécaniciens dans la baie de maintenance qui travaillaient quinte dans un espace moitié plus petit que son garage à la maison, entouré d'équipements coûteux mais manquant de ventilation de base ou d'éclairage approprié. La salle de pause où les distributeurs automatiques chargeaient 4 € pour une canette de soda. Il remarqua la façon dont les gens bougeaient autour de Camille. Une combinaison de respect et de peur et de calcul prudent qui semblait épuisant pour tous ceux impliqués, y compris Camille elle-même, bien qu'elle ne s'en rende probablement plus compte. Près de la fin de la visite, ils passèrent par une baie de maintenance où un jeune technicien avait des difficultés avec un véhicule de la flotte. Théo s'arrêta, regardant le jeune homme retirer le même boulon 3 fois de suite, chaque tentative plus frustrée que la précédente. « Le réglage de couple est incorrect », dit Théo assez fort pour que le technicien l'entende. Tout le monde s'arrêta. Étienne sembla agacé. Camille sembla curieuse. Le technicien leva les yeux avec l'expression de quelqu'un pris en train d'échouer. Théo s'approcha, prit la clé des mains du technicien et ajusta le réglage au feeling. « Essayez maintenant. » Le boulon sortit proprement du premier coup. Le technicien fixa la clé comme si Théo avait accompli de la magie. « Votre fiche de spécification de couple est probablement dépassée, » dit Théo. Ce modèle d'année a changé pour un autre type d'attache à mi-production. Erreur facile si personne n'a mis à jour la documentation. Le technicien hocha la tête. « Merci. Personne ne nous a dit ce changement. » Personne ne le fait jamais. Vous devez juste l'apprendre à la dure ou trouver quelqu'un qui l'a déjà appris. Théo rendit la clé et retourna au groupe. L'expression d'Étienne s'était durcie en quelque chose qui ressemblait presque à l'hostilité. Les yeux de Camille suggéraient qu'elle cataloguait tout ce qu'elle voyait. Ce soir-là, après que Théo soit rentré chez lui et ait dîné avec Léa et l'ait aidé avec ses devoirs de mathématiques, Étienne était assis en face de Camille dans son bureau d'angle et plaida sa cause. C'est un risque en attente. Un mécanicien au hasard apparaît de nulle part, s'insinue, et soudain vous le traitez comme un consultant, lui montrez les opérations, le présenter au personnel. C'est irrégulier. Je le traite comme une personne qui m'a aidé sans rien attendre en retour. C'est rare. Rare ne signifie pas précieux. Rare ne signifie pas digne de confiance. Camille regarda les lumières de la ville. Quand j'avais 24 ans avec un camion et aucune idée de ce que je faisais, un homme dans un restaurant a passé 2 heures à m'expliquer les marges de fret. Il ne me connaissait pas, n'avait aucune raison d'aider. Il a juste vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. J'ai construit cette entreprise sur ce moment, continua-t-elle. Quelqu'un prenant une chance sur une étrangère, quelqu'un voyant du potentiel au lieu de problème. Quand avons-nous oublié comment faire cela? Je n'ai rien oublié. Je protège ce que nous avons construit. De qui? D'un père célibataire qui répare des voitures pour vivre. De quiconque n'appartient pas à ces conversations. Camille se tourna pour lui faire face. Et qui décide qui appartient? Étienne ne répondit pas.
Ils savaient tous les deux qui prenaient ces décisions. Le lendemain matin, Camille demanda à son assistante une vérification des antécédents de Théo Dubois. Ce qui revint était clairsemé. Un mariage qui se termina par un divorce il y a 4 ans. Une maison achetée aux enchères. Une entreprise de réparation mobile qui arrivait à peine à l'équilibre. Une fille avec des notes au-dessus de la moyenne. Rien qui expliquait pourquoi il s'était arrêté sur une route froide pour aider une étrangère. Rien qui expliquait pourquoi il avait refusé l'argent dont il avait manifestement besoin. C'était la vérification d'antécédents la plus propre qu'elle ait jamais vue. Aucune dette au-delà de son hypothèque. Étienne utilisa la même information différemment. Il vit des factures impayées d'il y a 3 hivers, un trou dans l'emploi après le divorce, une acceptation à un programme d'ingénierie que Théo n'avait jamais suivi. Il voit l'opportunité, dit Étienne à Camille. Une femme valant des milliards se présente à sa porte et soudain, il est serviable et charmant. Vous ne trouvez pas cela suspect? Je trouve cela remarquable. Camille Nguyen ferma le dossier. Faites enquêter discrètement par le juridique. S'il y a quelque chose à trouver, ils le trouveront. Une semaine plus tard, Camille conduisit chez Théo sans s'annoncer. Elle le trouva dans son garage, la porte relevée malgré le froid, enseignant à Léa comment réparer une chaîne de vélo, tandis qu'une vieille radio diffusait du rock classique à faible volume et que l'odeur d'huile moteur et de métal froid remplissait l'air. Ils ne la remarquèrent pas au début. Elle se tint dans l'allée, les regardant travailler. Les mains de Théo bougeaient avec une précision patiente, démontrant chaque étape, tandis que Léa regardait avec une concentration si intense que c'en était comique. Quand elle fit une erreur, enfilant la chaîne dans le mauvais sens, il posa des questions jusqu'à ce qu'elle trouve l'erreur elle-même. « Tu l'as accrochée dans le mauvais sens », dit finalement Léa. C'est pour ça qu'elle continue à glisser. Théo sourit, et cela transforma son visage. « Bonne observation. Maintenant répare-la. » Elle le fit, ses petits doigts prudents et précis. Quand la chaîne roula en douceur, elle regarda son père avec un triomphe pur. Camille sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une reconnaissance de quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, un père qui enseignait au lieu d'exiger, qui louait au lieu de critiquer. Théo la remarqua. Il se redressa, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Désolé de passer sans m'annoncer, » dit Camille. « Vous vous excusez beaucoup pour quelqu'un qui dirige une entreprise. » Elle rit. Vieille habitude. Ils parlèrent pendant près de 2 heures, tandis que Léa faisait du vélo en cercle autour de l'allée. Des boucles qui devenaient progressivement plus larges à mesure qu'elle gagnait en confiance que les réparations tenaient. Théo raconta à Camille le programme d'ingénierie auquel il avait été accepté l'été après le lycée. Bourse complète. Une chance d'échapper à la petite ville qui se sentait parfois comme un piège. Il lui raconta l'appel qui était venu 2 semaines avant le début des cours, la voix de sa mère le tremblante, le diagnostic qui avait tout changé du jour au lendemain. Il lui parla des années passées à s'occuper d'elle tandis que son mariage s'effritait autour de lui, tandis qu'Émilie se fatiguait de rivaliser avec une femme mourante pour l'attention de son mari, et finalement arrêta complètement de rivaliser. Il lui parla de la décision de racheter la maison familiale au lieu de recommencer ailleurs. L'attachement irrationnel aux murs et planchers qui détenait des souvenirs qu'il ne pouvait pas abandonner. Peu importe combien il aurait été plus facile de s'en aller. Il parlait sans apitoiement, sans amertume, juste des faits arrangés dans l'ordre où ils étaient arrivés. Camille lui parla des premières années de Morrow Logistics, des journées de 18 heures qui s'étiraient en semaines de 18 heures jusqu'à ce qu'elle oublie ce que normal signifiait. Les investisseurs qui avaient essayé de la pousser dehors parce qu'elle était jeune et femme et ne jouait pas au golf ou ne riait pas à leurs blagues. Le moment quelque part vers l'année 15, quand elle avait réalisé que le succès lui avait coûté toute relation significative en dehors du travail, toute amitié qui n'était pas transactionnelle, toute chance d'une famille à elle. La solitude qui vivait dans le penthouse comme un résident permanent, toujours là quand elle rentrait, toujours en attente. La réunion du conseil d'administration était programmée pour jeudi.
Camille avait passé des semaines à préparer une proposition pour restructurer le bien-être des chauffeurs, les normes de maintenance et l'investissement communautaire. Cela coûterait de l'argent à court terme, mais construirait quelque chose de durable à long terme, quelque chose dont elle pourrait être fière. Étienne connaissait la proposition. Il avait travaillé à la sapeur depuis qu'il avait trouvé le brouillon. Quand Camille arriva, elle le trouva déjà assis avec 3 membres du conseil qui devaient leur position à ses recommandations. L'énergie était hostile avant que quiconque parle. La proposition est idéaliste, dit Étienne avant que Camille puisse finir ses remarques d'ouverture. Elle sacrifie la performance trimestrielle pour des bénéfices théoriques à long terme. Nos investisseurs ne se sont pas inscrits pour la philanthropie. Nos investisseurs se sont inscrits pour une entreprise avec intégrité, répondit Camille. En ce moment, nous avons des chauffeurs qui dorment dans leurs camions parce que nous ne les payons pas assez pour des hôtels. Nous avons des mécaniciens travaillant avec du matériel qui aurait dû être remplacé il y a 5 ans. Et notre prix d'action a triplé. Ce n'est pas malgré ses efficacités, c'est grâce à elle. Camille regarda autour de la table. Elle vit des visages prudents, calculateurs. « Je ne demande pas de charité, » dit Camille. « Je demande un investissement dans les gens qui font fonctionner cette entreprise. De meilleures conditions mènent à une meilleure rétention. Une meilleure rétention mène à un meilleur service. Ce n'est pas de l'idéalisme, c'est de la stratégie. » Étienne se pencha vers l'avant. « C'est à propos du mécanicien, n'est-ce pas? Un étranger change votre pneu et soudain vous voulez tout changer. C'est à propos du fait que j'ai passé 20 ans à construire quelque chose dont je ne suis plus fier. Une entreprise qui traite les gens comme des dépenses au lieu d'atouts. Ce n'est pas qui je voulais être. » La salle devint silencieuse. Les membres du conseil échangèrent des regards, le genre de regard qui calculait le risque et mesurait les alliances. « Je vais implémenter ces changements avec ou sans l'approbation du conseil, continua Camille, mais je préférerais avoir votre soutien. Je préférerais construire cela ensemble. » Le vote fut serré, plus serré que Camille ne s'y attendait, mais à la fin, la proposition passa d'une seule voix. Étienne démissionna 2 jours plus tard. Son départ fut silencieux et professionnel. Camille ne célébra pas. Elle se mit au travail. L'histoire atteignit les médias en 1 semaine. Quelqu'un avait fuité des détails de la proposition, du combat au conseil, de la connexion avec un mécanicien de petite ville qui avait aidé la PDG sur le bord d'une autoroute. Les journalistes commencèrent à appeler le téléphone de Théo à toute heure, laissant des messages vocaux qui allaient du poli au désespéré aux limites menaçants. Ils se présentèrent chez lui avec des caméras et des carnets et des sourires parfaitement pratiqués. Il voulait des interviews, des photographies, des citations sur la femme qui avait changé toute son entreprise à cause d'un acte de gentillesse au bord de la route. Théo déclina tout. Il continua à réparer des voitures dans les parkings. Il continua à préparer le dîner pour Léa. Il continua à vivre sa vie comme si rien n'avait changé, parce que pour lui, rien n'avait changé. Camille le trouva 3 semaines plus tard, travaillant sur une camionnette de livraison derrière un restaurant. Elle avait conduit elle-même, laissant son téléphone au bureau, ne disant à personne où elle allait. Il ne sembla pas surpris de la voir. Il se redressa dessous le capot, s'essuyant les mains sur le chiffon qui semblait vivre dans sa poche, et attendit. « Vous m'avez évité, dit-elle. Je vous ai donné de l'espace pour faire ce que vous deviez faire. Vous avez été occupé. Je ne voulais pas être une distraction. Et si je disais que j'avais besoin de vous parler? Si je disais que vous êtes la seule personne à qui je veux parler en ce moment? » Il considéra ceci, puis... « Alors, je dirais que vous auriez pu appeler. J'ai appelé. Vous n'avez pas répondu. » Théo sourit légèrement. Les télévendeurs ont été agressifs dernièrement. Camille rit et le son la surprit. Il se sentait authentique d'une façon que la plupart de ses interactions n'avaient pas ressentie depuis des années. « Je voulais vous remercier, » dit-elle encore, « pour tout. Je n'ai rien fait. J'ai changé une courroie et reconnecté un fil. Vous m'avez rappelé pourquoi j'ai commencé cette entreprise en premier lieu. Vous m'avez montré à quoi ressemble aider quelqu'un sans rien attendre en retour. » Théo secoua la tête.
J'ai réparé votre voiture. Tout le reste, vous l'avez fait vous-même. Camille se rapprocha. Vous savez que ce n'est pas vrai. Il croisa ses yeux. Elle ne vit aucun calcul là, aucune ambition. Juste la même présence constante qui lui avait fait confiance depuis le premier moment. Qu'est-ce que vous voulez, Camille? Pas de moi. Qu'est-ce que vous voulez vraiment de votre vie? Elle considéra la question. Je veux construire quelque chose qui dure, quelque chose qui aide les gens. Je veux arrêter d'être seule. Je veux que Léa grandisse dans un monde où la gentillesse n'est pas remarquable, où aider les étrangers est normal, où les gens prennent soin les uns des autres. Théo hocha lentement la tête. Cela ressemble à beaucoup de travail. Mais je pense que cela pourrait en valoir la peine. Il fut silencieux un moment, puis il ramassa sa clé et retourna à la camionnette. Je pense aussi. Un an plus tard, Moro Logistics avait implémenté chaque changement que Camille avait proposé et en avait ajouté plusieurs autres. La rétention des chauffeurs s'était améliorée de 45%. Les coûts de maintenance avaient chuté car l'équipement était correctement entretenu au lieu d'être utilisé jusqu'à la panne. Les investissements communautaires générèrent une bonne volonté qui se traduisit en contrats et partenariats que les tactiques agressives n'avaient jamais atteints. Théo dirigeait encore son service de réparation mobile 4 jours par semaine. Mais maintenant 3 jours par semaine, il consultait pour la division maintenance de Moro. Juste comme quelqu'un qui savait comment réparer les choses et comment enseigner aux autres à faire de même. Il portait les mêmes vêtements qu'il avait toujours portés. Il conduisait la même camionnette. Il refusa chaque titre qu'ils essayèrent de lui donner. Léa avait maintenant 9 ans. Elle avait rencontré l'assistante de Camille et le garde de sécurité qui travaillait l'équipe de nuit au bâtiment Moro. Elle avait visité le siège et posé des questions pointues sur pourquoi les sodas de la salle de pause coûtaient si cher et pourquoi les mécaniciens n'avaient pas de meilleures chaises. Elle avait informé son père dans la voiture en rentrant que Camille était gentille, mais travaillait trop et que quelqu'un devrait probablement lui dire de prendre des vacances. Camille et Théo n'avaient pas défini ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Ils n'en avaient pas besoin. Certaines relations ne rentrent pas dans les catégories. Certaines connexions existent simplement parce qu'elles existent, et essayer de les nommer ne ferait que les diminuer. Un dimanche après-midi de début avril, quand le printemps français gagnait finalement sa bataille contre l'hiver, Camille conduisit chez Théo. Elle le trouva lui et Léa dans la cour arrière, assemblant une cabane à oiseaux, à partir d'un kit qu'elle avait donné à Léa pour son anniversaire. « Tu es en avance, » dit Théo, levant les yeux des instructions qu'il prétendait lire. La réunion s'est terminée plus tôt que prévu. J'ai échappé avant que quelqu'un puisse programmer une autre. Léa leva les yeux de la pièce qu'elle ponçait. « Tu as viré quelqu'un? » Camille rit. « Pas aujourd'hui, juste de la paperasse ennuyeuse. » Léa hocha sérieusement la tête, comme si cela avait parfaitement du sens, et retourna à son travail. Camille s'installa dans une chaise de jardin avec un accoudoir cassé et les regarda construire. La cabane à oiseaux se rassembla lentement, avec de nombreuses consultations des instructions et plusieurs moments de confusion sur quelle pièce allait où. Léa faisait la plupart du travail avec Théo, guidant ses mains quand elle en avait besoin et reculant quand elle n'en avait pas. Elle mesurait 2 fois et coupait une fois, juste comme son grand-père avait enseigné à son père, juste comme son père lui avait enseigné. Elle ponça les bords rugueux, jusqu'à ce qu'ils soient assez lisses pour être touchés sans avoir d'écharde. Elle appliqua la colle à bois soigneusement, essuyant l'excès avec un chiffon, prenant son temps parce que se dépêcher signifiait le faire mal, et le faire mal signifiait le refaire. Camille se retrouva à penser à toutes les choses qu'elle avait construites au fil des années, entreprises, accords, stratégies. Aucune d'elles ne se sentait aussi réelle que cette simple boîte en bois destinée à tenir quelque chose de vivant. Théo la surprit en train de regarder. « 1 centime pour vos pensées. » Camille sourit. « Je pense juste à ce qu'on répare et ce qu'on construit de nouveau. Comment parfois ce sont des choses différentes et parfois c'est la même chose.
Parfois c'est, convint Théo. Parfois, réparer quelque chose, c'est juste le reconstruire à nouveau. Mieux qu'il n'était avant. Léa finit la dernière pièce et leva la cabane à oiseaux avec fierté évidente. Où est-ce qu'on devrait la mettre? Théo regarda Camille. Qu'est-ce que tu penses? Camille scanna la cour arrière. Le vieux chêne qui était là plus longtemps que la maison. La clôture qui avait besoin de peinture. Les plates-bandes de jardin que la mère de Théo avait plantées il y a des décennies. Près du vieux chêne, assez haut pour être à l'abri des chats, mais assez bas pour qu'on puisse la voir depuis la fenêtre de la cuisine. Léa porta sa création vers l'arbre, marchant soigneusement, comme si la cabane était déjà pleine d'oiseaux. Théo bougea pour se tenir à côté de Camille. « Merci, » dit-il doucement. « Pourquoi? » « Pour être ici, pour la laisser vous connaître, pour n'abandonner aucun de nous. » Camille regarda Léa positionnant la cabane contre le tronc, essayant de trouver l'endroit parfait. « Elle est remarquable. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire avec elle. » J'ai juste essayé de ne pas trop la bousiller. C'est tout ce qu'est être parent, je pense. Essayez de ne pas les bousiller pendant qu'on comprend comment bien faire. C'est tout ce qu'on fait tous. Essayez de ne pas bousiller les choses pendant qu'on comprend comment les améliorer. Il rit doucement. Point valide. Ils se tinrent ensemble dans un silence confortable tandis que Léa appelait à l'aide pour monter la cabane. Théo alla vers elle et Camille suivit. Et ensemble, tous les trois sécurisèrent Touquet, la petite structure en bois au vieil arbre qui avait surveillé cette cour pendant des générations. Ce n'était pas une fin de conte de fées. Il n'y avait pas de déclaration d'amour, pas de transformation dramatique, pas de révélation soudaine qui résolvait tout. Juste trois personnes, dans une cour arrière, un dimanche après-midi, construisant quelque chose de petit ensemble. Mais parfois, les petites choses étaient celles qui comptaient le plus. Parfois, les réparations les plus importantes étaient celles que personne d'autre ne pouvait voir. Et parfois, un étranger sur le bord de la route s'avérait être exactement la personne dont vous aviez besoin, arrivant exactement quand vous en aviez besoin. Léa recula pour admirer leur travail. « Tu penses que les oiseaux vont vraiment venir? » Théo mit son bras autour d'elle. « Éventuellement. On doit juste être patient et attendre. » Camille regarda la cabane, puis Théo, puis la vie dans laquelle elle était somehow tombée depuis l'accotement de la 6. « Je pense que je peux gérer ça. » Léa sourit. « Elle dit ça maintenant. » Théo rit. « Elle travaille dessus. On travaille tous dessus. » Camille sourit, ne niant rien. « Oui, je travaille dessus. » Le soleil commença à se coucher sur la petite ville française, peignant le ciel en tons d'orange et de rose et d'or qu'aucune quantité d'argent ne pouvait acheter, aucun contrat ne pouvait sécuriser, aucune réunion de conseil ne pouvait voter à l'existence. La cabane attendait, vide mais prête, et trois personnes marchèrent de maçon de nouveau vers une maison qui avait une fois été solitaire et maintenant ressemblait à quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose qui pourrait, avec le temps et la patience et le soin, en venir à ressembler à la maison. 6 mois plus tard, la première famille d'oiseaux s'installa dans la cabane. Léa les observait depuis la fenêtre de la cuisine chaque matin avant l'école, tenant un carnet où elle notait leurs habitudes et leurs couleurs et les petits drames de leur vie quotidienne. Camille avait pris l'habitude de s'arrêter pour le café du dimanche matin, pas dans le penthouse, mais dans la cuisine de la rue des Tilleuls, où Léa lui lisait ses observations d'oiseaux et Théo préparait des crêpes avec la recette de sa mère. L'entreprise prospérait sous sa nouvelle philosophie. Les chauffeurs restaient plus longtemps, travaillaient plus dur, recommandaient Moreau à leurs amis. Les contrats arrivaient de clients qui voulaient travailler avec une entreprise qui traitait bien ses employés. Les actions montèrent, les profits augmentèrent, mais plus important pour Camille, elle pouvait se regarder dans le miroir chaque matin et aimer la personne qu'elle voyait. Théo avait acheté de nouveaux pneus pour la camionnette. Léa avait un nouveau vélo pour son 10e anniversaire. Ils avaient repeint la clôture et planté un nouveau jardin et réparé la véranda qui s'affaissait. Mais la plus grande réparation n'était pas visible.
C'était dans la façon dont Théo souriait plus facilement maintenant, dont Léa parlait de l'avenir avec excitation au lieu de prudence, dont Camille avait appris que la réussite pouvait inclure des gens qui vous aimaient pour qui vous étiez plutôt que ce que vous possédiez. 1 an après que la première famille d'oiseaux soit arrivée, une seconde cabane apparut dans l'arbre, puis une troisième. Léa avait convaincu son père de construire un village entier, et Camille avait fourni les matériaux avec l'enthousiasme de quelqu'un découvrant la joie de construire quelque chose juste parce que c'était beau. La cour arrière était devenue un sanctuaire, pas seulement pour les oiseaux, mais pour 3 personnes qui avaient trouvé dans la gentillesse ordinaire quelque chose d'extraordinaire. Une preuve que parfois aider un étranger sur une route froide était le début de tout ce qui comptait. Et chaque dimanche matin, quand le soleil se levait sur Lyon et que le café parfumait la cuisine et que Léa comptait les oiseaux dans son carnet, Camille se souvenait de la nuit où elle avait frappé à une porte pour dire merci et avait découvert qu'elle cherchait la maison depuis toujours. L'histoire de Théo, Camille et Léa nous rappelle que parfois les plus grands changements commencent par imiter par les plus petits gestes. Un mécanicien qui s'arrête pour aider une étrangère, une PDG qui conduit 60 km pour dire merci, et soudain 2 mondes se rencontrent et créent quelque chose de magnifique. Cette histoire nous enseigne que la vraie richesse se mesure en connexions humaines, que la gentillesse est un investissement qui rapporte toujours, et que parfois, la personne que vous aidez sur la route est exactement celle qui vous aidera à trouver votre chemin vers la maison. N'oubliez pas de noter cette histoire de 1 à 10 dans les commentaires et dites-nous. Avez-vous déjà fait un geste simple qui a changé une vie? Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent le pouvoir transformateur de la compassion quotidienne.